Smart Bourse vous est présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance qui est en train de se rafraîchir rapidement sur l'ensemble des marchés globaux. Ambiance risk-off, d'aversion pour le risque avec des taux longs notamment qui continuent de chuter. Une baisse qui s'est accélérée au cours des derniers jours au point que le 10 ans américain atteint ce matin 1,25%. On était monté à plus de 1,75% à fin mars, donc le mouvement de détente est quand même assez significatif depuis quelques mois maintenant. Comment expliquer ce phénomène? On posera la question à l'économiste US de Pictet Wealth Management, Thomas Koester, qui sera avec nous dans un instant, mais on comprend qu'il y a quand même un mélange d'explications, des phénomènes techniques, des prises de profit aussi sur des positions short sur les obligations américaines qui ont été très importantes ces derniers mois, et puis quand même peut-être quelques interrogations fondamentales aussi sur la phase de normalisation de la croissance. À quel rythme l'économie américaine, les économies développées vont-elles évoluer dans les prochains mois, d'autant que le risque sanitaire remonte un peu avec le développement des variants qui commencent à inquiéter, que ce soit aux États-Unis ou en Europe aujourd'hui. On parlera de ces sujets donc dans un instant. Dans cette ambiance d'aversion pour le risque, eh bien, les marchés actions sont chahutés, c'est le moins qu'on puisse dire. La baisse des taux n'est pas franchement appréciée par les bourses mondiales et les bourses européennes en premier lieu, puisque les marchés européens dévissent de 2% environ. Le CAC 40 passe sous les 6400 points après avoir quasiment atteint 6700 points il y a moins d'un mois. On parlera de la bourse parisienne et de l'ambiance sur le marché parisien avec Franklin Pichard qui sera avec nous en plateau dans cette demi-heure, le directeur général de Kipling Finance. Et puis la grande nouvelle du jour, on en saura un peu plus dans à peine quelques heures, c'est la revue stratégique de la Banque Centrale Européenne qui a été conclue après un peu plus d'un an de travaux dans le sillage de la revue stratégique menée également par la Réserve fédérale américaine qui a abouti à une nouvelle stratégie qui avait été énoncée par Jérôme Powell il y a quasiment un an maintenant. La BCE va réviser son objectif d'inflation, un objectif qui sera un peu moins strict. On était sur un objectif défini comme une inflation proche mais inférieure à 2%. Le nouvel objectif sera tout simplement 2% avec, comprend-on, une petite marge de manœuvre pour aller au-delà de cet objectif de 2% si nécessaire. Christine Lagarde s'exprimera à ce sujet en début d'après-midi pour expliquer effectivement la philosophie de cette revue stratégique et de ses conclusions présentées aujourd'hui par la Banque Centrale Européenne. Prise de profit, inquiétude sur la croissance, le risque sanitaire qui monte, tous ces phénomènes marquent la séance du jour avec une ambiance d'aversion pour le risque assez prononcée. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 chute fortement aujourd'hui et ce depuis les premiers échanges. Ce matin, il perd environ 1,75% à la mi-journée dans le sillage des bourses asiatiques. Ce matin, à la clôture, le Nikkei cédait près de 1%, tandis que le Hang Seng cédait lui près de 3%. Une tendance qui s'est répandue comme une traînée de poudre en Europe. Au-delà du CAC 40, le DAX perd environ 1,30%, tandis que l'IBEX en Espagne perd plus de 2%. Le FTSE perd lui environ 1,5%, tandis que l'Eurostoxx perd lui près de 2%. En cause, les craintes vis-à-vis de la reprise économique dans un contexte de progression rapide du variant Delta. Le variant qui touche à présent l'Europe et notamment l'Espagne et le Portugal. Le variant qui serait également responsable de 40% des nouvelles contaminations en France. Le nombre de contaminations justement repart également à la hausse dans l'Hexagone avec plus de 4000 contaminations quotidiennes. Les investisseurs qui ont également découvert hier soir les minutes de la Fed qui ont confirmé que la Réserve fédérale américaine surveille de près les tensions inflationnistes et se tient prêt à agir si besoin. Le ton reste cependant moins au quiche que redouté, avec notamment une économie américaine encore en dessous des objectifs de progrès substantiels fixés par la Réserve fédérale américaine, notamment sur le front de l'emploi. En Chine, en revanche, les investisseurs ont pu découvrir cette nuit l'annonce de la Banque centrale chinoise d'étendre les mesures anti-monopole imposées à Ant Group à d'autres fintechs chinoises. Le vice-gouverneur de la Banque centrale chinoise a en effet déclaré, je cite, « Le comportement monopolistique n'existe pas seulement dans le groupe Ant, mais
mais aussi dans d'autres institutions, avant de préciser que de nouvelles mesures donc seront prises contre d'autres fintechs. On se souvient que Ant Group, maison mère d'Alipay, qui devait s'introduire en bourse avec une valorisation de 37 milliards de dollars, avait finalement dû renoncer à son IPO et avait dû se restructurer radicalement pour correspondre aux volontés de Pékin. Et on se souvient beaucoup plus récemment d'ailleurs des déboires de Didi, qui a perdu 25% de sa valeur à Wall Street après la décision du gouvernement chinois de suspendre son application. Sur le marché obligataire, rapidement, on note que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis est à présent aux alentours de 1,27%, tandis que l'OAT à 10 ans en France est lui à 0,02%, progressant donc très légèrement par rapport au 0,01% de ce matin. Sur le front des matières premières, on regarde du côté du pétrole le baril de Brent qui est à 73 $ et on regarde à présent les valeurs à suivre à Paris. On commence avec Stellantis qui annonce qu'il devrait dépasser son objectif annuel de marge au premier semestre grâce au prix et au mix de ses ventes de véhicules qui compensent les volumes de ventes en baisse à cause de la pénurie de semi-conducteurs. En ce qui concerne la reprise des activités de signalisation ferroviaire de Thales, 3 candidats auraient été sélectionnés selon Reuters. Thales qui signe d'ailleurs la seule hausse du CAC 40 à la mi-journée. On note que Vinci annonce avoir de son côté remporté un contrat de 1,43 milliard d'euros pour la construction d'un tunnel de 46 km entre Lyon et Turin. On note au-delà du CAC 40 que Iliad progresse de son côté depuis ce matin, alors que HSBC est passé de conserver à achat sur le titre, tout en maintenant son objectif de cours à 150 €. Et retour sur le CAC 40, mais dans un autre secteur, Carrefour recule d'un peu plus de 3%, souffrant d'une note de Bernstein, qualifiant le groupe de distribution, je cite, de mastodonte en voie de disparition. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est la rechute des taux longs américains notamment, qui est à la une encore aujourd'hui. Une baisse qui s'accélère encore ces dernières heures. On en parle avec Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Vous êtes économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. 1,25 ce matin sur le 10 ans américain. Je rappelle quand même, pour redonner un peu de perspective, qu'on était monté à 1,75, 1,80 fin mars. On a donc perdu 50 points de base en un trimestre, avec quand même une vitesse à la baisse qui s'est accélérée là, ces derniers jours. Quel type d'explication est-ce qu'on peut apporter, Thomas? Même a posteriori, c'est pas facile visiblement d'expliquer pleinement ce mouvement. Oui, tout à fait. Je pense que la surprise, vraiment, elle est au niveau des taux réels. Donc, les taux qui price la croissance future, puisque ces taux réels, sur le taux 10 ans, sont autour de moins 1%, ce qui est des taux vraiment considérablement bas, qui price presque ce qu'on appelle la stagnation séculaire à ces niveaux-là. Or, le contexte macroéconomique, alors je sais qu'il pourrait décélérer dans la deuxième partie de l'année, mais quand même un contexte économique qui est plutôt porteur. On est dans une phase de reprise très forte. Alors certes, on pourra discuter de cette reprise et la qualifier, mais globalement, on a quand même un taux réel qui est très qui n'est pas du tout en phase avec ce contexte macroéconomique. Et deuxième point, c'est qu'aussi on a une Fed, une réserve fédérale, qui est quand même sur le point d'annoncer une baisse des achats d'actifs. Et en général, ça fait monter le taux réel. Et là, encore une fois, on a cette décorrélation entre cette annonce potentielle de la Fed et les taux réels. Donc la surprise est vraiment, à mon avis, au niveau des taux réels, plutôt qu'au niveau des anticipations d'inflation, puisque je pense que la plupart des acteurs de marché savaient que la grosse pression inflationniste qu'on a vue cette année, notamment aux États-Unis, est très temporaire et notamment liée aux matières premières ainsi qu'au goulet d'étranglement dans les chaînes du secteur manufacturier. Maintenant, voilà, le marché obligataire a toujours tendance à regarder le verre à moitié vide et le marché action, le verre à moitié plein. Et le verre à moitié vide, on peut toujours le rationaliser. Il y a ces craintes d'un resserrement monétaire chinois. Au niveau des États-Unis, il y a un contexte politique qui reste très difficile. On sait que Joe Biden a du mal à faire passer ses grands programmes des dépenses. Le fameux paquet à 4 000 milliards, on voit que ça a du mal à passer au Congrès, y compris sur les infrastructures. Donc, bref, tout ça mis bout à bout, plus en effet ces questions de variants, alors variant Delta, mais il y a aussi ce variant Epsilon de Californie, par exemple, là, qui est dans les nouvelles.
Bref, tous ces nouvelles mises bout à bout pour un marché obligataire qui a tendance à regarder le verre toujours à moitié vide, et bien évidemment, c'est interprété de cette façon. Et la grande prudence des investisseurs obligataires qui voient avant tout les risques, effectivement, qui peuvent peser sur la croissance, l'inflation et puis l'aspect sanitaire qui revient sur le devant de la scène. Thomas, pour la Fed, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça complique encore un peu la communication de la Réserve fédérale américaine ? Le grand rendez-vous prochain attendu, c'est bien sûr Jackson Hole début septembre, mais c'est vrai qu'on a eu le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire, les 15 et 16 juin dernier, qui avait déjà apporté un peu de surprise, en tout cas une évolution un peu plus dure dans la communication de la Réserve fédérale américaine. Tout à fait. Et la Réserve fédérale regarde vraiment deux choses. D'une part, on a quand même une économie qui a réouvert déjà aux États-Unis. Quand même, la réouverture est quand même déjà bien ancrée, notamment parce que le taux de vaccination est très élevé. D'ailleurs, ça me fait penser que le variant Delta, a priori, étant donné le niveau élevé de vaccination aux États-Unis, devrait être plutôt sous contrôle. Alors évidemment, je mets plein d'astérisques ici, mais globalement, il y a quand même un taux de vaccination qui est quand même très élevé aux États-Unis. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Deuxième chose, on voit un marché de l'emploi qui continue de s'améliorer. On a quand même des bonnes nouvelles sur le marché de l'emploi et ces nouvelles sont appelées à se renforcer cet été. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi les fameuses allocations chômage très généreuses qui vont arriver à leur fin au mois de septembre et qui pourraient insuffler un nouveau souffle, en tout cas en termes de retour sur le marché du travail pour un certain nombre d'employés. Donc on pourra avoir des très bons chiffres de l'emploi cet été. Bref, tout ça mis bout à bout, c'est la Fed se pose la question, et peut-être à juste titre, qu'il est temps d'enlever ces mesures extraordinaires d'ajout de liquidité qui avaient été mises en place l'an dernier après le choc du virus. Et donc en effet, la question de baisser ces rythmes d'achat qui sont, je le rappelle, à 120 milliards de dollars par mois, la question se pose, et je ne pense pas que la question sera influencée vraiment par les évolutions du taux à 10 ans. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment sur l'obligataire, c'est vraiment la partie longue qui souffre le plus, entre guillemets, où là, il y a vraiment des gros achats. Mais en fait, on voit qu'à court terme, on voit un marché obligataire qui price plus de hausse de taux à court terme que la Fed elle-même le prévoit. Je rappelle que la Fed prévoit 2 hausses de taux à horizon fin 2023. Le marché, l'euro-dollar, les euros-dollars de décembre 2023, on est autour de 1%. Donc on est au-dessus encore de ce que la Fed nous signale. C'est ce qui est assez intéressant, un marché obligataire où en fait vraiment c'est la partie longue où il y a où là les enjeux sont très importants. Ouais, sur le 10 ans, le 30 ans aussi, qui est repassé largement sous les 2%, à moins de 1,90% pour le 30 ans américain. Rappelons également, Thomas, dans les phénomènes un peu techniques, que tout le monde était short treasuries ces derniers temps. Donc il y a aussi peut-être des rebalancements de position, des couvertures de position importantes qui expliquent que il y a une course au papier sur le marché obligataire américain aujourd'hui. L'autre grand... Sur le plan technique, si je peux ajouter, sur le plan technique, en effet, il y avait quand même cette grosse rhétorique du retour de l'inflation qui était là. Et maintenant, on se rend compte qu'en effet, il y a plus une nouvelle rhétorique qui est que cette inflation est en effet temporaire. Et deuxième chose, il y a un phénomène technique qui est lié au compte en banque du Trésor à la Réserve fédérale, puisque à cause notamment des mécanismes liés à la limite de la dette qui va se remettre en place fin juillet, le Trésor doit faire baisser son compte en banque à la Réserve fédérale, et donc ça veut dire moins d'émissions de papier. Donc ça, j'insiste, parce qu'il y a une émission, les émissions nettes obligataires de papier aux États-Unis ont été même négatives au mois de mai. Ouais. Donc il y a moins en moins de papier qui sortent du Trésor, et ça peut aussi jouer dans ce short squeeze qu'on voit actuellement. Oui, c'est le paradoxe de la plomberie financière entre le Trésor et la Fed. Les déficits explosent, mais il y a une raréfaction du papier obligataire pour l'instant, à ce stade. Comment vous regardez, Thomas, depuis votre univers d'expertise américain, avec la Réserve fédérale américaine comme banque centrale américaine et banque centrale du monde, souvent on la présente comme ça. Comment vous regardez les premières conclusions là, qui ont fuité dans la presse de la revue stratégique de la Banque centrale européenne? Est-ce que vous dites c'est bien, la BCE suit la Fed dans sa nouvelle fonction de réaction, dans sa nouvelle stratégie de politique monétaire, ou est-ce que vous vous dites, bon, la BCE joue petit bras, est encore loin de ce que fait la Fed aujourd'hui?
Alors d'abord, commençons peut-être par une comparaison des deux banques centrales et des deux univers, l'Europe et les États-Unis. Trois choses à dire, un contexte différent, un paradoxe et une question commune. Concernant la toile de fond, évidemment, en Europe, il y a, notamment par rapport à la BCE, il y a une question politique qui est très importante qu'on n'a pas aux États-Unis. C'est en effet la question d'une zone monétaire potentiellement inachevée, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et aussi dans un contexte de croissance qui est différent. On sait que la croissance économique européenne est bien plus faible qu'aux États-Unis, notamment à cause d'une plus faible productivité, en partie liée à moins d'innovation, et aussi à cause de la démographie. Deuxième chose, c'est un paradoxe. Quel est le paradoxe? C'est qu'en fait, la BCE a décidé donc d'aller et d'implémenter des taux d'intérêt négatifs, alors même que son système bancaire, l'intermédiation financière en Europe est de façon prépondérante via le système bancaire. Or, donc la BCE a toujours décidé que les taux d'intérêt négatifs restaient, en termes d'analyse coûts et risques, le meilleur moyen d'implémenter la politique monétaire, ce qui n'a pas été le cas aux États-Unis, alors que le système bancaire est bien plus faible. Mais aux États-Unis, ils ont décidé que le jeu n'en valait pas la chandelle de mettre les taux en négatif. Donc ça, c'est un point assez important. Et maintenant, une question commune. La question commune, c'est est-ce que vraiment la politique monétaire influence vraiment l'inflation et dans quelle mesure, Et on se rend compte que finalement, les politiques monétaires ont finalement une influence assez modérée sur le contexte inflationniste. Et évidemment, ce qui compte de plus en plus, c'est le budgétaire et comment faire en sorte, via le budgétaire, d'influencer cette inflation via les processus de production. Et là, il y a une théorie qui est quand même de plus en plus qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est la théorie moderne monétaire, qui dit de toute façon, la politique monétaire ne sert à rien, gardons les taux à zéro ad vitam et faisons du budgétaire. Et alors même si ni la BCE ni la Fed ne dit qu'on va dans ce sens-là, en pratique, finalement, on a un peu l'impression qu'il y a quand même une séduction sous-jacente de cette théorie moderne monétaire des deux côtés de l'Atlantique. Bon, vaste sujet, sachant que la Banque Centrale Européenne n'a que très rarement touché son objectif depuis sa création. On peut même dire que ça fait 10-15 ans que la BCE est en dessous de son objectif d'inflation, donc qui était défini comme inférieur mais proche de 2% et qui sera désormais, et c'était déjà une évidence pour beaucoup, défini autour de 2% avec une petite marge de manœuvre, c'est ce qu'on comprend, si nécessaire pour aller au-delà de cet objectif de 2%. Tout ça sera précisé par Christine Lagarde en début d'après-midi à l'occasion d'une conférence de presse. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Revenons sur l'ambiance des marchés boursiers, du marché parisien, notamment avec une séance un peu compliquée. Franklin Pichard, je le disais, est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Directeur général de Kipling Finance. C'est toujours frappant de voir à quelle vitesse l'ambiance peut changer sur les marchés. C'est pas la fin du monde. On était à 6700 points sur le CAC, sur des plus hauts quasi historiques. Il y a moins d'un mois, on est à 6400 points, un peu moins à la mi-journée aujourd'hui. Mais depuis quelques jours, on sent quand même que l'ambiance c'est un peu refroidie. Qu'est-ce que ça vous inspire, Franklin? Ce que ça nous inspire, c'est que ça fait quand même de très nombreuses semaines, depuis la fin des publications du premier trimestre, on sentait qu'il y avait un petit flottement, on cherchait des drivers, on n'a pas trouvé de drivers réellement, et c'est vrai que pendant toute cette période, on a fait un petit peu du surplace, et c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, on a un peu la double peine, on a le variant Delta et on a les taux. Donc c'est un petit peu détonnant pour les marchés qui cherchent des prétextes pour aller dans un sens ou dans l'autre. Et là, c'est l'occasion de prendre des bénéfices. Et puis, pour compléter la réponse à votre question, on n'a pas encore atteint le niveau technique d'inversion de tendance. Tant qu'on n'est pas tant qu'on ne casse pas les 6300 points, on reste malgré tout dans une correction comme celle auquel on a pu assister 4 ou 5 fois déjà depuis le début de l'année, où on a des brutales corrections du marché. Les investisseurs sont tentés de vendre. Au début, ils vendaient. Et puis, immédiatement après, on trouve un autre prétexte pour repartir à la hausse. Donc là, c'est vrai qu'on s'approche quand même de cette zone d'inversion. On a encore 100 points de marge. Donc, on retient un petit peu les positions. Et puis, on est quand même dans un environnement où les investisseurs, les particuliers par exemple, vont partir en vacances. Oui. Ils se posent la question de savoir ce qu'ils doivent faire. Et alors, s'ils veulent... ce que vous leur dites non, pour passer un été tranquille. Pour passer ça fait
15 ans qu'on en parle chaque année. C'est la 15e fois que je vous pose cette question. Comment on en parle, mais la réponse réponse est un petit peu toujours la même. On fait un peu de cash dans ce contexte-là. On va pas attendre Jackson Hole, on va pas attendre aussi longtemps. On se refait une poche de 25-30% de cash dans les portefeuilles. Et ceux qui ne veulent pas dans l'immédiat faire ce cash parce qu'ils pensent que ça n'est qu'un effet de marché très temporaire, c'est toujours pareil. On place des stops avec des niveaux de cours inférieurs à 10 ou 12%, ou 15% selon l'humeur de chacun et son appétence au risque, pour que les ventes ne se déclenchent que si réellement on devait casser des niveaux et qu'on ait véritablement un signal vendeur qui s'inscrive pendant plusieurs semaines ou une petite partie de l'été. C'est trop tôt pour le dire. Mais là, clairement, aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est intéressant au passage, c'est qu'on parlait des taux, évidemment, mais la rechute des taux remet au goût du jour tout un pan de la cote, alors qu'on va dire le fonds de portefeuille un peu traditionnel, classique, ce qui a marché pendant 10 ans et qui était un peu mis de côté avec le thème reflationniste de réouverture des économies. On voit, je sais pas, la santé, la tech, les valeurs du luxe, toutes ces valeurs-là, la retrouvent un peu de peps, on va dire, avec la baisse des taux. Oui, typiquement. On a vu que le premier trimestre, quadrimestre, avait un peu déçu au niveau des technos. Là, on voit, par exemple, je pensais à un titre Dassault, Système, Worldline, par exemple, hier, étaient des titres en forte hausse. Nos techs françaises, pour ne parler que de celles-ci, avaient le vent en poupe parce qu'on surfait sur cette baisse sur les taux. Et puis, pareil aux États-Unis, où on n'est pas loin de record sur Apple, on est reparti très fortement sur les techs américaines, alors que ça avait plombé nos performances sur le premier quadrimestre cette année. Bon, modulo la tech chinoise qui doit affronter d'autres sujets réglementaires vis-à-vis de Pékin, mais oui, c'est ça, exactement. C'est pas le sujet des taux qui fait bouger la tech chinoise aujourd'hui. Tiens, vous avez cité Dassault Systèmes. Je crois qu'on l'avait déjà signalé avec vous que l'action allait être divisée. Ça y est, c'est fait. Donc, il faut peut-être le rappeler pour ceux qui regardent de temps en temps leur ligne et leur portefeuille. Il ne faut pas qu'ils soient surpris. C'est 42 euros, 42 euros aujourd'hui l'action Dassault contre plus de 200 il y a encore 2 jours, quoi. Il y a encore 2 jours. Alors effectivement, on avait parlé de Dassault Systèmes il y a quelques semaines et on avait dit qu'effectivement, le titre est de qualité. N'oublions pas que c'est eux qui, entre autres, fournissent des logiciels pour Moderna dans tout ce qui est backtesting sur les évolutions des variants et puis beaucoup d'autres choses ailleurs. Bien sûr, ça, c'est qu'un phénomène. Non, on avait voulu rentrer ce portefeuille parce que quand vous passez de 200 à 41 ou 42 euros, vous intéressez d'autres investisseurs qui sont freinés par le prix de l'action en elle-même et donc qui reviennent plus facilement sur une action à 42 euros. Donc ça s'est produit hier en plus en bénéficiant un petit peu de l'effet taux. La valeur avait pris presque 2%. Aujourd'hui, comme tout le monde, elle corrige. Mais là où c'était effectivement intéressant, c'est que beaucoup de plateformes de cotation avaient bien multiplié les quantités par 5, mais n'avaient pas divisé le cours par 5. Ce qui veut dire que vous retrouviez avec 5 fois plus d'actions, toujours à 215 euros. Donc beaucoup d'investisseurs se sont crus très très riches. C'est le jackpot. Et puis à contrario, ce matin, vous en avez beaucoup qui se disent mais il s'est passé quoi sur Dassault Systèmes ? On perd tout ce qu'on veut. Non, rassurez-vous. Il y a un petit décalage dans la division du cours. Voilà, il fallait que les traitements se fassent cette nuit et je pense qu'aujourd'hui c'est rentré dans l'ordre pour beaucoup. Voilà. C'est ça, c'est 42 euros autour maintenant. Oui, autour, et puis les analystes restent quand même positifs. On voit toutes sortes d'analystes entre 45 48 euros comme objectif sur ces nouvelles post-divisions, alors qu'on est déjà à des plus hauts historiques sur Dassault Systèmes. Mais typiquement, c'est une valeur qu'il faut avoir en fonds de portefeuille. Bon, tiens, à propos d'analystes, il y a une espèce de bataille d'analystes autour de Carrefour. Carrefour, alors qui subit aujourd'hui notamment une note de Bernstein avec une sanction assez sévère de l'analyste Bernstein qui parle de Carrefour comme d'un mastodonte en voie de disparition.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'autres analystes n'ont peut-être pas tout à fait le même langage, ou en tout cas la même approche quand il s'agit de regarder Carrefour. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que il se passe des choses quand même dans la grande distribution, notamment au Royaume-Uni, avec un acteur, alors qui n'est pas l'acteur le plus connu, derrière Sainsbury ou Tesco. Il y a un acteur, le 4e du secteur, qui s'appelle Morrison, et qui est aujourd'hui au centre d'une bataille menée par des fonds d'investissement. Ah oui, alors c'est au-delà de Carrefour, l'analyse de Bernstein, on peut leur opposer des analyses plus nuancées comme Exane ou autres. Typiquement, Carrefour est un titre qui continue de nous intéresser. Pourquoi ? Parce que le titre a cassé les 17 €, il se balade autour de 16,50, 16,60. On avait vu que la première évaluation du cours de Carrefour, c'était 20 €, l'offre de Couche-Tard il y a maintenant de nombreux mois. Et puis l'affaire Morrison. Alors l'affaire Morrison, où un fonds a dégainé, c'était mi-juin. Et puis depuis, ça n'a pas cessé. On a eu hier Apollo Management, qui, un autre fonds, est arrivé et proposait encore une offre un peu plus intéressante. Et hier, on a eu Apollo, oui, qui est venu avec Morrison et un autre fonds américain qui se lance dans la bagarre. Ils ne sont pas moins de 4 fonds à se bagarrer. Et quand on regarde les offres, contre-offres et modèles de comparaison, finalement, on ne parle plus de 20 € en comparable sur Carrefour. Quand on regarde les multiples que les fonds sont prêts à payer sur Morrison sur au Royaume-Uni, Morrison, d'accord. On n'est plus aux 20 de Couche-Tard, on est plutôt sur un cours autour de 25 €. Alors maintenant, Bernstein dit que ce sont des mastodontes qui sont amenés à disparaître. Vous savez, ou à être acheté, c'est peut-être ce qu'il faut comprendre. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Je pense qu'il y a des choses à organiser, même si Alexandre Bompard a démontré qu'il avait fait un super boulot et qu'il avait mis Carrefour en ordre de marche et de profitabilité. Je pense que le deuxième trimestre qui sera publié devrait être plutôt bon. Mais pour toutes ces raisons, on voit qu'aujourd'hui, comme vous le disiez à l'instant, c'est en Grande-Bretagne que ça s'effectue pour le moment, mais on a vu qu'il y avait eu un intérêt déjà sur Carrefour il y a quelques mois. On ne peut pas perdre de vue qu'il y aura à nouveau des intérêts sur la grande distribution en France. Et en tout cas, on voit que le cours de Carrefour actuellement reste intéressant pour un investisseur qui veut rentrer sur la valeur. Modulo la manière dont le gouvernement français a accueilli l'offre de Couche-Tard il y a quelques mois. Oui. Qui a quand même refroidi, j'imagine, peut-être pas mal des intérêts étrangers qu'on pouvait avoir pour nos groupes de distribution. Là, on était sur un groupe industriel qui pouvait avoir une réorganisation de son portefeuille de métiers. Là, on est sur des financiers, on sort pas Carrefour, ce serait pour le garder et le restructurer et refaire autre chose derrière. Le contexte sera peut-être un tout petit peu différent cette fois. Merci beaucoup Franklin. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur la situation de marché actuelle. Situation un peu compliquée aujourd'hui avec un CAC sous les 6400 points à mi-séance. Franklin Pichard qui est avec nous en plateau dans cette émission de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, le directeur général de Kipling Finance. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous.